Avec la chute du mur de Berlin en novembre 89, le FBI se réveille comme l'ensemble de la planète dans un monde qui n'est plus bipolaire. Depuis 60 ans, le FBI a mis toutes ses forces dans la bataille idéologique qui oppose l'Amérique au bloc soviétique. Mais la suprématie américaine démontrée pendant la première guerre du Golfe va déclencher une menace inédite. Les intégristes islamiques n'ont plus qu'une cible, les États-Unis. Et les agents spéciaux du FBI deviennent les éclaireurs d'une Amérique assiégée. Aux États-Unis, chaque État possède sa police, ses propres lois, ainsi qu'un système judiciaire autonome. Tous ces États doivent également respecter la Constitution américaine, et c'est le rôle du département de la justice à Washington d'y veiller. Son bras armé est le bureau d'enquête fédérale, le FBI et ses 12 600 agents spéciaux. Voici leurs histoires. Mon FBI est une organisation qui est une sorte de machine à lutter contre le crime. Ce sont des gens vraiment motivés et investis, voire obsédés par le fait de découvrir où sont les méchants, ce qui les pousse à devenir des méchants, et surtout peut-être ce qu'il y a de plus important, comment les coincer. C'est une organisation qui reflète l'essence même de l'Amérique. Elle reflète la Constitution, la Déclaration des droits fondamentaux, l'American Way of Life, la résilience américaine et la justice pour tous. Pour moi, le FBI est la dernière ligne de défense du peuple américain. Les agents spéciaux Brad Garrett et Pat Damouro se retrouvent en première ligne dans la guerre américaine contre le terrorisme, tout comme l'agent spécial Ali Soufan. J'ai participé à des opérations aux quatre coins du monde et je préfère rester aussi anonyme que possible. Pour Brad Garrett, tout commence en 1993 par un incident qui a lieu sur le sol américain devant le siège de la CIA. We saw him just a guy driving and just shooting. He was just shooting. He was just shooting. Then he stopped. Right. Then he stopped. Then he just kept on shooting. He just kept shooting. Pow, pow. Une fusillade a eu lieu devant le siège de la CIA à Langley, dans l'État de Virginie. Ce n'était pas dans l'enceinte de la CIA, c'était en fait sur une route du comté qui passe devant l'entrée principale. Donc, vers 8h30, j'arrive sur les lieux. Bien sûr, le périmètre est bouclé. Je monte sur un talus et j'ai l'impression de me retrouver sur le tournage d'un film. Une de mes principales préoccupations, c'était de bien contrôler le périmètre de la scène de crime pour ne perdre aucun indice. On regarde la scène de crime et on se dit, bon, par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce que ça a à voir avec une des victimes? Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que c'est une attaque terroriste menée par quelqu'un qui a une dent contre la CIA? À quoi d'autre est-ce qu'il faut faire attention? À ce qu'on a sous les yeux. Et qu'est-ce qu'on avait sous les yeux? Des douilles d'AK-47. Nous savons par expérience que les gens qui ouvrent le feu comme ça dans une foule ont tendance, même si ce n'est pas toujours le cas, à se procurer leurs armes peu de temps avant de passer à l'acte. Nous avons réussi à remonter jusqu'à un armurier de Chantilly en Virginie qui nous a dit que le 22 janvier, un homme originaire du Moyen-Orient était entré dans sa boutique pour échanger un AR-15, qui est un M16 semi-automatique, contre un AK-47. Les agents et les enquêteurs se sont dit qu'ils tenaient peut-être une piste intéressante. On est toujours face à des milliers de pistes. Ils se sont rendus à une adresse à Herndon, en Virginie. Ils ont frappé à la porte, un homme leur a ouvert, un Pakistanais, et il leur a dit « Oui, il y avait un homme qui vivait ici, il s'appelle Miramal Kanzi. Il a habité ici plusieurs mois et le vendredi 22, il m'a demandé d'aller à la prière du matin avec lui. Mais depuis ce jour, il n'avait pas revu M. Kanzi. »
On a obtenu un mandat de perquisition pour l'appartement que M. Kanzi partageait avec ce type. Dans le salon, il y avait un fauteuil. En dessous du fauteuil, il y avait un sac poubelle. On l'a ouvert et il contenait un AK-47. Il y a les douilles sur les lieux du crime et il y a l'arme qui correspond aux douilles. Pour mettre les balles dans le chargeur, il faut appuyer dessus avec le pouce. Donc, on avait aussi l'empreinte de son pouce sur les douilles. Donc, du point de vue de l'accusation, c'était un dossier en béton. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'accusé. Le type était probablement déjà quelque part au Pakistan où nous n'avons aucune autorité. Il s'agissait donc maintenant d'une enquête internationale sur un criminel en fuite. Donc, pendant les 4 ans et demi qui ont suivi, je me suis rendu régulièrement au Pakistan. J'y restais 1 mois, 2 mois, parfois 3, pour suivre des pistes sur cette affaire. Et pendant cette période, j'ai établi des sources d'informations via la CIA, via le département d'État américain, qui a des agents au Pakistan, et via le DEA, le bureau des stupéfiants, qui a des agents dans tous les coins du Pakistan, car c'est une plaque tournante du trafic de la drogue. Je me suis aussi doté de mes propres informateurs. Donc, pendant 4 ans et demi, j'ai sillonné la planète en explorant des centaines de pistes. Je suis allé en Europe, en France, en Thaïlande. Je suis allé plusieurs fois en Angleterre pour rencontrer des Pakistanais, pour rencontrer des gens qui disaient avoir des informations de première main sur l'endroit où se trouvait M. Kanzi. Peu après l'attentat du siège de la CIA aux portes de Washington, un autre symbole de l'Amérique toute-puissante, le World Trade Center, est attaqué. At this point, it would seem that law enforcement officials simply have no idea what happened there or what caused it. We will not speculate. It is important that we leave our minds open to all the possibilities of what might have happened. For instance, let's presume that it ended up being an explosive device of some sort. That doesn't necessarily equate or translate into it being a terrorist act. It may have been a disgruntled employee. It may have been all sorts of things that come from other than terrorist causes. Une bombe a explosé au World Trade Center un vendredi matin en février 1993. 2 jours plus tard, l'ATF, le bureau chargé du contrôle de l'alcool, du tabac et des armes à feu, lançait l'assaut contre la secte des Davidiens à Waco, et ça allait durer des semaines. Ce fut une période très difficile pour moi et pour le bureau. Effectivement, l'assaut donné à la secte religieuse après 51 jours de siège télévisé gêne le FBI, maintenant accusé par tous de tendances liberticides et d'incompétence, ce qui ne facilite pas leur traque des terroristes. Le monde ne voyait que le siège de la secte par notre brigade d'intervention spécialisée dans la libération des otages. Personne ne voyait que l'on travaillait aussi sur l'attentat à la bombe du World Trade Center. Une fois qu'ils ont découvert le numéro de série de la camionnette qui avait transporté les explosifs, ils ont pu remonter jusqu'à l'agence de location et voir qui avait loué la camionnette. Ça les a menés jusqu'à Ramzi Youssef et un certain nombre de protagonistes ont commencé à apparaître. C'est à ce moment-là que l'enquête a vraiment commencé. Plusieurs agents impliqués dans l'enquête ont commencé à recueillir des informations sur Al-Qaïda, notamment sur les liens entre Youssef et Al-Qaïda. Youssef trouve son soutien logistique chez les fidèles de la mosquée Al-Farouk de Brooklyn. Le cheikh Omar Abdelrahman la dirige. Le cheikh aveugle, comme on le surnomme, vient de prendre le contrôle de l'organisation qui finance l'envoi des fidèles musulmans en Afghanistan. Mais il s'agit maintenant de passer au stade supérieur et de mener le djihad contre tous les infidèles, dont les Américains. C'est comme ça qu'on a entendu parler pour la première fois d'Oussama Ben Laden. D'après des informations provenant d'une mosquée radicale de Brooklyn, la mosquée Al-Farouk, un individu nommé Oussama Ben Laden cherchait à rassembler des moudjahidines et il tentait de recueillir des fonds pour combattre en Afghanistan. Le cheikh aveugle est condamné. Ramzi Youssef, lui, a réussi à s'enfuir.
pour préparer et perpétrer d'autres attentats spectaculaires. Youssef était également lié à un complot qui visait à faire exploser des avions survolant l'océan Pacifique en y plaçant des bombes. En fin de compte, il a été capturé en flagrant délit. Ramzi Youssef est finalement arrêté par des agents du ministère des Affaires étrangères américain au Pakistan. Mais le FBI veut l'interroger pour sa participation dans l'attentat contre le World Trade Center. Brad Garrett, toujours en train de traquer Mir Amal Khanzi, séjourne au Pakistan précisément à cette époque. Le quartier général a appelé pour me dire qu'ils ont peut-être localisé Ramzi Youssef. Si tel était le cas et qu'il était mis en détention, je devrais probablement devoir aider le conseiller juridique de l'ambassade à l'interroger. Il est encadré par 2 gardes pakistanais. Il est menotté. J'entre dans la pièce. Il me regarde, il fait un léger sourire. Il voit clairement que je suis américain. Je me présente et je lui dis que j'aimerais lui parler. À ce moment-là, il secoue simplement la tête. Je remarque qu'il cligne de l'œil et qu'une lentille de contact lui tombe sur la joue. Je lui demande immédiatement « Voulez-vous que je m'en occupe ?» Il répond « Si vous voulez bien ». Alors je vais chercher un verre d'eau, je prends sa lentille, je la mets dedans et je pose le verre à côté de lui. C'est comme ça que notre relation a commencé. À partir de ce moment-là, on a eu la conversation suivante. Il avoue être celui qui a fabriqué la bombe. Il avoue être celui qui l'a déposée au World Trade Center, celui qui l'a activée et qui est parti. Il m'a demandé de promettre quelque chose avant d'entamer la conversation. Je lui ai demandé ce que c'était et il m'a dit « À chaque fois que je serai devant la presse, je veux porter une veste et une cravate. » J'ai répondu « D'accord, je m'en occupe. Je vous promets qu'après cet entretien, je vais aller chercher une veste, une cravate, un blazer, un pantalon et des chaussures. » J'ai appris plus tard qu'il avait crié à la conspiration car à l'intérieur de la veste, il y avait une étiquette qui disait « Fabriqué en Israël ». Je ne l'avais bien sûr pas remarqué. Et qui pourrait imaginer que dans un marché au Pakistan, on puisse acheter une veste fabriquée en Israël? Il y a aussi le fait qu'au départ, on lui avait assigné un avocat juif. Il pensait donc à cause de tout ça qu'il y avait une sorte de conspiration contre lui, ce qui est assez drôle. En tout cas, la morale de l'histoire est que quand on promet quelque chose, il faut le faire. À l'époque, j'étais chargé de sécuriser le transport de M. Youssef de la base aérienne jusqu'au centre de détention de Manhattan. Il avait les yeux bandés et il était enchaîné. Ensuite, on l'a porté jusque dans l'hélicoptère et il a gardé les yeux bandés pendant le décollage. Un des membres du SWAT m'a ensuite demandé s'il pouvait lui enlever son bandeau. Je leur ai dit oui, et ils l'ont fait. C'était vraiment ironique. La nuit était très claire, il était environ 23h30, et quand ses yeux se sont habitués à l'environnement, l'hélicoptère était tout près du World Trade Center. Un des gars à côté de lui a dit « Tu vois, il est toujours debout ». Et M. Youssef lui a répondu très clairement et sans la moindre émotion dans la voix qu'il ne serait plus debout s'ils avaient eu plus d'argent. Et je pense que c'est là qu'on commence à se rendre compte à quel point c'est une culture différente, à quel point c'est une façon différente de voir les choses. On a du mal à comprendre la haine qui est derrière les actes commis à ce moment-là, et bien sûr derrière ceux qui ont été commis par la suite. La traque sans relâche de Mir Amal Khanzi, le responsable du massacre devant le siège de la CIA, porte enfin ses fruits pour Brad Garrett, toujours au Pakistan. Un homme nous a fourni des informations. C'était un Pakistanais, un petit employé à Quetta. Il a appelé un autre Pakistanais qui travaillait pour l'ambassade américaine à Karachi.
Il lui a dit « J'ai des informations sur ce Kanzi que recherche le gouvernement américain. Je sais où il est et je peux vous indiquer l'endroit exact. » Suite à cette conversation, on est entré en contact avec la CIA et on a eu une série de discussions qui ont finalement abouti à « On peut vous dire qu'il sera dans tel hôtel à telle heure. » À la suite de cela, on est allé voir le gouvernement pakistanais qui nous a autorisés, en tant qu'agents fédéraux, à l'arrêter au Pakistan. On a obtenu une adresse dans une petite ville du Pakistan, Dera Ghazi Khan. D'après nos renseignements, il devait être dans un hôtel précis, à une date précise. On est donc monté à 4 dans un véhicule aux vitres teintées et on a roulé jusqu'à l'hôtel. On était vêtus à la pakistanaise avec des shawar kameez, avec des gilets pare-balles et des armes en dessous. J'avais un sac contenant des agrandissements des empreintes digitales de M. Kanzi, d'autres photos de lui et une loupe. Il était dans la chambre 312 de l'hôtel Shawamar. J'ai demandé « Êtes-vous Mir Amal Kanzi ?» Il m'a dit quelque chose que je ne peux pas répéter devant la caméra, mais il l'a dit dans un anglais excellent. Ce qui me préoccupait, c'est que le type devant moi était plus corpulent. Il ressemblait à Kanzi, mais il aurait très bien pu ne pas être Kanzi. J'ai dit aux agents « On ne sortira pas de cette chambre d'hôtel tant que je ne serai pas convaincu que c'est le type qu'on cherche. » Je leur ai dit de le retourner. On l'a mis face contre terre, menotté. Je suis monté à califourchon sur lui, j'ai recouvert son pouce d'encre et j'ai appuyé son pouce contre un bout de papier pour prendre son empreinte. Ensuite, je me suis mis par terre avec une loupe, une lampe de poche et les 2 jeux d'empreintes et j'ai vu qu'elles correspondaient. Alors j'ai dit, c'est notre homme. Alors, le mardi matin, on est monté à bord d'un avion pouvant être ravitaillé en vol pour ne pas avoir à atterrir. Quand on atterrit dans certains pays, si le suspect sait où il est, il pourrait théoriquement demander une sorte d'asile. Mais lui, il ne touchera pas la terre ferme avant d'arriver aux États-Unis. Pendant le vol, il était assis à côté de moi, menotté. Il s'est penché vers moi et il m'a demandé « Vous me ramenez aux États-Unis pour m'exécuter, n'est-ce pas ?» Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Everyone's set up there for you guys. Brad Garrett non seulement arrête son homme, mais également ramène énormément de renseignements de ses séjours au cœur des terres d'Al-Qaïda. C'est sous l'impulsion du directeur de l'unité antiterrorisme du bureau de New York que Garrett effectue de nombreux voyages au-delà des frontières habituelles du FBI. Le directeur est John O'Neill. If you have a lot of order in most places in the world where that's been employed, there is very little liberty. And if you have a lot of liberty, there tends to be less order. And this great experiment that we call the United States of America has a perfect blend up to this point in time, and I'm sure for years to come, of ordered liberty
Il est arrivé à New York avec une grande connaissance et une très bonne perception d'Al-Qaïda. Il a probablement été le premier à se concentrer sur la nature de la menace et a décidé de consacrer des moyens pour y faire face. Une des premières initiatives d'O'Neill est de resserrer les liens avec la CIA. En décembre 1995, la CIA et la direction du FBI ont décidé qu'il fallait se pencher sur ce qu'ils appelaient les liens financiers du terrorisme, autrement dit les LFT. Ce fut la naissance du groupe d'enquête qui allait devenir l'unité Ben Laden. On pensait à cette époque que Ben Laden se contentait de financer des actions terroristes. On ignorait alors qu'il allait devenir le leader charismatique qu'il est devenu. La demande de Ben Laden de retirer les troupes américaines de la terre du prophète ne peut pas être ignorée plus longtemps. Sous la pression de John O'Neill, des agents spéciaux du FBI débarquent en masse sur le territoire de la CIA. Le soir même, ou le lendemain plutôt, on était dans un C-5 à destination de Nairobi. Nous savions qu'Al-Qaïda y était déjà implanté. Au plus fort de l'enquête, il y a eu jusqu'à 500 ou 600 agents du FBI à 15 000 km de chez eux qui travaillaient dans un pays où nous n'avions pas la moindre autorité. Les scènes de crime étaient immenses, aussi bien en Tanzanie qu'à Nairobi. Mais en travaillant conjointement avec les autorités locales, on a pu amasser suffisamment d'éléments pour obtenir un acte d'accusation. On a réussi à réunir un nombre significatif de renseignements et d'informations sur les agissements d'Al-Qaïda. Des individus qui ont été arrêtés ont avoué leur implication dans les événements. Des documents et des photographies qui ont été découverts en Afrique de l'Est montraient à quel point Al-Qaïda était présent en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. On a retrouvé un ordinateur et on est parvenu à récupérer tout ce qu'il contenait. En septembre 1996, Jamal Al-Fadel est entré en contact avec nous en Afrique. C'est un Soudanais et il a été le premier transfuge d'Al-Qaïda à collaborer avec nous. Il nous a permis d'interpréter correctement tout ce qui se trouvait dans cet ordinateur. Ces gars-là sont de véritables écureuils quand il s'agit d'informations. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait conserver tous ces détails dans un ordinateur, mais c'est ce qu'ils ont fait. Al-Qaïda était maintenant incontrôlable, mais il continue à se développer. D'après certaines estimations, entre 15 et 20 000 individus au bas mot seraient passés par ces camps d'entraînement en Afghanistan. Les renseignements que nous avions recueillis lors des attentats en Afrique de l'Est et que nous avions partagés avec de nombreux services d'espionnage et de police dans le monde n'ont pas suffi à convaincre ces services de l'imminence de la menace. Ils n'ont pas convaincu assez de personnes haut placées dans ce pays qu'il s'agissait d'actes de guerre. Ces attentats étaient purement et simplement des actes de guerre. Une attaque contre une ambassade est un acte de guerre. Quand Ben Laden a déclaré la guerre aux États-Unis en août 1996, il ne plaisantait pas. Il voulait la guerre, pas le djihad. La guerre. Guerre ou djihad, le pouvoir refuse d'entendre. Le FBI fait tout ce qu'il peut. On a mis beaucoup de monde en prison et on a mis à l'ombre beaucoup de complices de Ben Laden qui étaient très proches de lui. Mais on ne pouvait pas envahir l'Afghanistan et aller au cœur du problème. Today, we have struck back.
I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities. Les missiles de croisière vont tuer un garde de nuit et détruisent un complexe pharmaceutique au Soudan. À la même époque, le FBI enquête sur Bill Clinton et ses relations avec une stagiaire nommée Monica. I did have phone sex with this one guy. His name doesn't really matter. On peut comprendre que les relations entre la Maison-Blanche et le directeur de l'époque, Louis Freeh, sont quasiment inexistantes. Dans les années 80, William Webster, un ancien directeur du FBI puis de la CIA, a créé des unités conjointes antiterroristes face aux menaces de l'époque. D'expérience, il sait qu'il ne suffit pas de traduire les terroristes en justice. Il ne suffisait plus d'attraper un criminel qui avait commis un crime ou un terroriste qui avait commis un crime. Il fallait réussir à mieux prévenir ces activités terroristes. Et cela nécessitait forcément des activités de renseignement. Je faisais partie du JTTF, la coordination des forces d'intervention antiterroristes à New York. Nous avions compris depuis longtemps les dangers du terrorisme. On a été impliqués dans différentes opérations aux États-Unis et à l'étranger, visant à perturber le réseau d'Al-Qaïda et certains de ses alliés. On savait dès cette époque qu'Al-Qaïda représentait un danger. Et on savait qu'Al-Qaïda disposait d'un réseau très solide au Yémen, grâce à des groupes qui avaient combattu les soviétiques en Afghanistan et qui avaient établi des liens très étroits avec Oussama Ben Laden. Quand en 2000, le USS Cole est attaqué au large des côtes du Yémen, John O'Neill, le patron d'Ali Soufan, entend mener l'enquête avec les unités conjointes antiterroristes. John O'Neill est entré dans mon bureau et il m'a demandé si j'étais au courant de l'attentat contre l'USS Cole. J'ai répondu oui et il m'a dit « Barry, c'est Al-Qaïda. Je sais que c'est eux et il faut que ce soit nous qui allions au Yémen. » Nous devions nous rendre sur place et mener l'enquête. Nous devions découvrir le fin mot de ce qui s'était passé et rendre justice aux victimes assassinées. Donc, nous avons constitué une équipe avec des membres des bureaux de Washington et de New York pour aller à Aden, au Yémen. Nous sommes partis le soir même. On était une bonne centaine. Et ça a posé problème à l'ambassadrice des États-Unis au Yémen. Elle trouvait qu'on était trop nombreux. Elle a envoyé des télégrammes à Washington, au ministère des Affaires étrangères, en disant que John O'Neill était un menteur, qu'il ne comprenait pas les Yéménites, qu'il faisait honte à son pays et qu'il devait être remplacé. Ce n'était pas facile. Il y avait par exemple des membres du gouvernement dont il fallait se méfier. Il y avait aussi des gens dont le seul objectif semblait être de créer des écrans de fumée pour nous empêcher d'aller au fond des choses avant que les attentats aient lieu. Quand John a quitté le pays, il était là depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Il nous a dit qu'il devait rentrer aux États-Unis parce qu'il avait des choses à régler et qu'il serait de retour après Noël. Mais au final, l'ambassadrice américaine au Yémen a refusé de lui donner l'autorisation de rentrer dans le pays. Donc John n'est jamais revenu et je pense encore aujourd'hui que c'était une erreur. Je crois que les Yéménites se sont demandé ce qui s'était passé, car John avait établi d'excellentes relations avec le chef de leur service de renseignement. Et en l'absence de John, on n'a plus jamais eu de discussion au niveau de la direction des renseignements. On traitait avec des subordonnés.
Nous avons réussi à développer avec eux une relation de travail, ce qui nous a permis au final de découvrir les personnes impliquées, de les identifier. Nous avions déterminé très tôt dans l'enquête qu'un certain Fahd al-Qusso était impliqué dans l'attentat contre l'USS Cole. Il nous a fourni des informations importantes sur ce qui s'était passé et sur son implication dans le complot contre l'USS Cole. Ces renseignements étaient importants car ils permettaient de lier l'attentat au réseau terroriste Al-Qaïda. John O'Neill et son équipe resserrent l'étau autour de leurs ennemis. Mais ils sont sur le terrain de la CIA. Ils doivent accepter le mur qui sépare les deux agences depuis la Deuxième Guerre mondiale. Chacun a sa mission, domestique pour le FBI, internationale pour la CIA. Au cours des années précédant le 11 septembre, on a remporté de belles victoires contre Al-Qaïda, en particulier grâce à notre bureau de New York. On avait pourchassé avec succès les responsables du premier attentat contre le World Trade Center en 1993. On avait mené l'enquête sur les attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est ou sur l'attentat qui avait frappé l'USS Cole. On avait fait un sacré boulot, mais l'antiterrorisme n'est pas seulement l'affaire du FBI. C'est l'affaire de tous les services des États-Unis. C'est une affaire qui dépasse les frontières. Les informations livrées par Al-Qusso à l'équipe d'O'Neill mènent à une réunion en Malaisie. La CIA déclenche une opération autour de deux des participants qui viennent s'installer aux États-Unis. Khalid al-Mihdhar et Nawaf al-Azami étaient impliqués dans les attentats du 11 septembre. Ils étaient même à bord des avions. Ali Soufan demande à plusieurs reprises des renseignements à la CIA, insistant sur le fait que ces deux hommes sont suspects. Mais le mur entre le FBI et la CIA fait que ces informations ne seront pas transmises. À l'époque déjà, j'étais convaincu qu'ils savaient qu'il y avait des membres d'Al-Qaïda aux États-Unis. Et qu'ils savaient que nous recherchions ces types d'Al-Qaïda pour les interroger à propos de l'attentat contre l'USS Cole. Je ne sais pas pourquoi la CIA n'a pas livré ces informations. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils voulaient mener leur propre enquête sur ces deux individus. Je ne sais pas s'ils comptaient les utiliser comme informateurs. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ces renseignements ont été cachés au FBI. J'aimerais connaître la vraie raison. Au cours des années, d'autres murs sont érigés pour protéger les libertés civiles des Américains. La récolte des renseignements, les mandats ne sont accordés que par une cour spéciale appelée FISA. Cour fédérale qui a tout pouvoir pour autoriser la surveillance de telle ou telle personne ou de tel groupe. Un système qui entraîne des dysfonctionnements potentiellement très graves. La cour FISA et le juge Lambert s'inquiétaient du fait que le FBI se serve des renseignements ainsi récoltés pour des poursuites criminelles. Le juge a demandé au ministère de la Justice la mise en place de ce qu'on a appelé une muraille de Chine pour prévenir le transfert de renseignements délicats vers des enquêteurs criminels. Il y avait un agent à New York qui était dans la même unité que Danny Coleman. Il a dû signer une déclaration sous serment. Il faisait un travail de renseignement autorisé par la FISA. Il a dû signer une déclaration sous serment stipulant qu'il ne dévoilerait aucune information émanant de ce travail autorisé par la FISA à toute personne susceptible de témoigner au cours de l'enquête sur les attentats en Afrique de l'Est. Donc, selon la loi FISA, il ne pouvait pas échanger des informations sur Ben Laden avec un type de la même unité que lui, même si c'est l'agent du FBI qui travaille sur Ben Laden depuis le plus longtemps. À force de se taper la tête contre les murs, John O'Neill s'est fait beaucoup d'ennemis et a perdu toute marge de manœuvre dans sa traque. Il quitte alors le FBI, mais son histoire avec Al-Qaïda le rattrape. La dernière fois que j'ai vu John, c'était avant que je retourne au Yémen. Ça devait être fin août ou début septembre. Il était au bureau et nous sommes sortis prendre un sandwich dans un café juste en face.
Sur le chemin du retour, je lui ai dit que je repartais au Yémen. Et il m'a répondu qu'il allait quitter le FBI, ce que je savais déjà. Il m'a dit qu'il allait bosser au World Trade Center et il m'a invité à passer le voir. Oh my word! Oh my word! I'm sorry I screamed. Somebody is doing this on purpose. Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry that I screamed. Le 11 septembre, j'étais assis à mon bureau au FBI de New York, qui ne se trouve qu'à 5 blocs du World Trade Center. J'ai entendu un gros boom, qui s'est avéré être le premier avion percutant la tour nord. Alors, j'ai dit à mes agents de rassembler les équipes du SWAT et de les envoyer sur place. Mais je les envoyais là-bas en pensant que c'était peut-être un terrible accident. Certains de mes adjoints sont venus me voir et m'ont demandé « Qu'est-ce qu'on fait, patron ?» J'ai dit, c'est clairement un incident terroriste. J'avais la conviction que c'était Al-Qaïda. J'ai ajouté, je veux que vous rappeliez tout le monde. Je devais avoir plus d'une centaine d'agents au World Trade Center. Vous les faites revenir ici, on se rassemble tous au bureau et on commence l'enquête. Je me suis rendu compte quelques mois plus tard que cette décision avait eu pour résultat de sortir tous mes agents de la zone. Et par chance, je n'ai perdu qu'un seul agent le 11 septembre. J'étais dans ma voiture et descendais Broadway, donc j'allais vers le sud. Tout à coup, j'ai entendu le bruit le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Et j'ai vu une tornade qui remontait Broadway. Je me suis dit, il n'y a pas de tornade à New York, je ne comprends pas ce qui se passe. C'était ahurissant de voir ce nuage gris de bruit et de papier. J'essayais d'appeler John O'Neill pour savoir s'il était toujours vivant et je tombais sur sa messagerie. À ce moment-là, on pensait qu'il devait y avoir 50 000 morts. Ceux qui connaissaient John ont bien vu l'ironie du sort dans le fait qu'il meure le 11 septembre. L'ironie, c'est évidemment aussi que notre principal agent à la poursuite d'Al-Qaïda et de Ben Laden ait été tué par eux. Al-Qaïda et Ben Laden avaient eu John O'Neill. On cherchait désespérément à retrouver des survivants. Bien sûr, il fallait recueillir des indices, mais il fallait venir en aide aux gens avant de s'occuper de l'enquête. Ce n'était pas seulement une scène de crime, c'était aussi un lieu où il fallait secourir des gens. Le premier jour, on est tombé sur le passeport de Sattam al-Soukani. Il a été remis à un inspecteur de police du quartier qui essayait d'interroger les gens qui sortaient des bâtiments. Quelqu'un lui avait tordu le passeport et quand il a relevé la tête, le type qui le lui avait donné s'était enfui. C'était logique. Le passeport avait été transmis à un inspecteur de la force d'intervention antiterroriste. L'inspecteur Marty Mann l'avait reçu le jour même du policier du commissariat de quartier qui l'avait trouvé et on avait enregistré le passeport comme pièce à conviction. On a réussi à contacter le quartier général et on s'est aperçu que c'était le passeport d'un des 19 pirates de l'air présumés. On n'aurait pas pu faire les recherches nous-mêmes, car le central téléphonique de Manhattan était hors service. Le bâtiment était en feu et plus rien ne fonctionnait.
Cette nuit-là, la CIA transmet enfin les informations sur les participants à la réunion de Malaisie qu'Ali Soufan attend depuis des mois. Un dossier unique. On m'a transmis le dossier avec toutes ces informations. La seule chose que j'ai pu faire, c'est courir aux toilettes pour aller vomir. Je suis allé aux toilettes et j'ai vomi. J'ai vomi, c'est tout. On n'a pas de boule de cristal pour remonter dans le temps, mais je peux vous dire comment le FBI aurait réagi, en particulier à New York, en apprenant que des individus dans ce pays pouvaient avoir des connexions avec Al-Qaïda. On aurait fait tout notre possible pour obtenir une visa, pour mener des surveillances, pour découvrir pourquoi ces individus étaient ici. Pour moi, il s'agit là de l'information la plus importante qui n'a pas été transmise au FBI. Nous aurions identifié les participants beaucoup plus tôt si nous avions échangé des renseignements avec la CIA. Et bien qu'on ne puisse pas l'affirmer avec une totale certitude, nous aurions eu beaucoup plus de chances d'empêcher cet attentat. Si on regarde le rapport de la Commission sur le 11 septembre et leur analyse des manquements qui ont permis que les attentats se produisent, des problèmes, et il y en a eu beaucoup. Des problèmes de communication, une incapacité à faire le lien entre divers éléments. Mais au bout du compte, si on regarde la toute dernière constatation du rapport, il y a bien eu un manquement, mais c'était un manque d'imagination. Un manque d'imagination peut-être, mais le président Bush, lui, réagit très vite. D'abord en réduisant les libertés civiles aux États-Unis et en planifiant l'invasion en Irak, le bouc émissaire idéal. On s'est remis au travail. On a interrogé Cousso et d'autres individus qui pouvaient nous fournir les informations dont nous avions besoin pour relier Al-Qaïda au 11 septembre. À cette époque, Nassir al-Bahir, le chauffeur de Ben Laden, est interrogé par Ali Soufan, quelque part au Proche-Orient. Ça nous a pris du temps d'interroger Nassir al-Bahari. On a eu une discussion animée avec lui. Il n'était toujours pas convaincu que Ben Laden serait assez cinglé pour organiser le 11 septembre. Mais au final, c'est lui qui nous a fourni la preuve que c'était bien Al-Qaïda qui était derrière les attentats. Il a identifié des photos des pirates de l'air et confirmé qu'ils appartenaient à l'organisation. Il ne savait pas que ces individus étaient les pirates de l'air. Il devait penser que j'en avais certains en garde à vue. Et que ces types avaient dit qu'ils le connaissaient. Mais le livre contenait beaucoup de photos différentes, plus de 65, je crois. Donc il ne savait pas qui était qui. Voilà comment ça s'est passé. Il a demandé « Qui vous a dit qu'Al-Qaïda était derrière le 11 septembre ?» Et j'ai répondu « C'est toi ». Il était sous le choc. À ce moment-là, selon moi, il croyait qu'on allait lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dites. Mais j'ai pris les 7 photos, les 7 ou 8 photos, je les ai étalées sur la table et j'ai dit « Ça, ce sont les pirates de l'air. C'est eux qui ont commis les attentats du 11 septembre, tu viens de les identifier. Alors tu crois toujours que ce sont les Israéliens qui sont derrière tout ça ?» Il était complètement effondré. Il a dit « Le chef est devenu fou. » Finalement, l'Amérique envahit l'Afghanistan. What we have found in Afghanistan confirms that far from ending there, our war against terror is only beginning. Most of the 19 men who hijacked planes on September the 11th were trained in Afghanistan's camps, and so were tens of thousands of others. Thousands of dangerous killers, schooled in the methods of murder, often supported by outlaw regimes, are now spread throughout the world like ticking time bombs set to go off without warning. En 2002, Mihram al-Kanzi, condamné à la peine de mort pour le massacre de la CIA, a épuisé tous ses recours en appel.
J'allais le voir régulièrement. Il m'écrivait des lettres. Il aimait discuter avec moi. Le FBI pensait que je devais continuer à lui parler car il détenait des renseignements sur l'Afghanistan et sur les talibans. Il en avait peut-être aussi sur Al-Qaïda, mais surtout sur les talibans, qui lui avaient fourni plusieurs planques. Il le considérait comme un héros pour ce qu'il avait fait contre la CIA. Je suis allé le voir environ un mois avant qu'il soit exécuté, et il m'a demandé si je voulais bien assister à son exécution. C'était une drôle de requête, mais j'ai dit « D'accord, si c'est ce que vous voulez ». Donc je suis allé à la prison pour son exécution. J'étais à côté de lui quand il a reçu l'injection létale. C'était en novembre 2002. Et je me suis demandé à ce moment-là si l'exécuter était vraiment la bonne chose à faire. Il avait avoué son crime. Il avait commis quelque chose d'horrible. Est-ce que c'était justifié? Je suppose que oui. Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose de le tuer? Tout ça m'est passé par la tête. Je ne me suis pas dit, c'est mal car il n'a pas fait ce qu'on lui reproche, il n'a pas eu de procès équitable. Non, les faits étaient établis. Tout s'était passé dans les règles, selon la loi, et il était d'accord avec tout ça. Mais ce n'est vraiment pas agréable de voir quelqu'un être mis à mort. Et quand il est mis à mort par l'État, il y a beaucoup de monde, il y a un public, il y a toute une tribune qui regarde. C'est très bizarre. In accordance with the order from the Circuit Court of Fairfax County, the execution of Mir Amal Qazi has been carried out in the manner as prescribed by the laws of the Commonwealth of Virginia. Death was pronounced at 9:07 p.m. There were no complications. Mr. Qazi did make a last statement. He simply said, quote, "There is no God but Allah," unquote. La chasse aux terroristes, le déploiement massif de troupes à l'étranger permettent l'adoption par le Congrès d'une série de lois appelées le Patriot Act. Ces lois réduisent sérieusement les libertés civiles des Américains. Tout le monde au FBI ne s'en réjouit pas, contrairement à ce que l'on peut croire. Les agents voient les risques. Il faut toujours trouver un équilibre entre la sécurité du peuple américain d'un côté et de possibles atteintes aux libertés civiles et aux droits de protection de la vie privée de l'autre. Le Patriot Act est à mon sens un excellent compromis. Il assure que nous puissions obtenir des renseignements et il consolide les rapports entre les services de renseignement et les services chargés de faire respecter la loi. Face à des attaques terroristes, lorsque des lois sont votées trop hâtivement, il faut peser d'une part l'impact sur les libertés civiles et sur les droits civiques, et d'autre part ce qu'on gagne en termes de sécurité publique. C'est un équilibrage que nous faisons tous les jours. Les 14 premières années de ma carrière, j'avais le sentiment de faire ce qui était juste. Personne n'avait jamais fait pression sur moi pour que je contourne une loi, et encore moins pour que je l'enfreigne. On attendait de nous de toujours respecter la loi à la virgule près, quoi qu'il arrive. Mais après le 11 septembre, il y a eu un changement d'attitude immédiat. Ça m'a effrayé, en particulier parce que j'avais infiltré des groupes terroristes dont la stratégie est de pousser le gouvernement qu'ils attaquent à enfreindre la loi afin de le faire déroger à ses principes. Je savais que c'était l'objectif visé par ces actions terroristes. Et en voyant que cela s'était effectivement passé, je savais que cela se révélerait contre-productif quand nous essaierions d'empêcher le terrorisme à l'avenir. Je pense qu'on ne devrait jamais arrêter ou emprisonner quelqu'un sans avoir des raisons fondées de penser qu'il est, qu'il a été ou qu'il est sur le point d'être impliqué dans quelque chose de grave ou d'illégal. Si on ne respecte pas ce principe, alors on navigue en eau trouble. C'est dangereux d'interpeller quelqu'un parce qu'il appartient à telle ou telle communauté ou parce qu'on pense qu'il est peut-être impliqué dans telle ou telle action. Ce pays n'a pas été fondé sur ces bases-là. C'est un pays ouvert, un pays de liberté. Mais la situation empire. Des agents du FBI refusent d'assister à des interrogatoires menés par d'autres agences, se plaignant de leurs méthodes absurdes et inhumaines. On ne peut jamais faire confiance à ce qu'a dit une personne qui a été torturée. Ça a été prouvé historiquement. En général,
la torture était utilisée pour faire dire ce que le bourreau avait envie d'entendre. Ensuite, il pouvait dire « Vous voyez, il a avoué. Oui, mais on lui a dit ce qu'il devait dire. » Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont coupables ou pas. Mais même s'ils le sont, j'aurais du mal à croire tout ce qu'ils ont avoué. Car n'importe qui dirait ou ferait n'importe quoi pour que les tortures s'arrêtent. Ce n'est pas une façon d'obtenir des renseignements. Si nous, les Américains, nous voulons conserver une autorité morale, alors nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Il devrait toujours y avoir un lien entre notre stratégie et nos lois. Quand on perd ce lien, on perd de vue son objectif. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. À l'occasion des cérémonies du 100e anniversaire du FBI, Ali Soufan est désigné comme un modèle pour les futurs agents. Ali Soufan, lui, a quitté le bureau 5 ans avant.